Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Emmanuel Macron à nouveau au contact des Français. Le président est à Souillac dans le Lot. Discussion avec les maires pour la deuxième fois cette semaine. Il s'est aussi offert un bain de foule, exercice qu'il n'avait pas pratiqué depuis longtemps. Des maires et des citoyens qui vont donc débattre pendant 2 mois, mais qui n'ont pas toujours attendu la crise des Gilets jaunes pour agir. Lancement ce soir de notre nouveau rendez-vous, la France des solutions, avec une commune rurale qui a convaincu ses habitants de rester et qui en a même gagné. Autre thème largement abordé dans ce débat, les 80 km/h. Nous avons parcouru l'un de ces tronçons où il y a en moyenne un changement de vitesse toutes les 45 secondes, infernal pour les automobilistes. Nous reviendrons également sur cette décision de YouTube. Le géant du net aux milliards d'utilisateurs a décidé d'interdire les vidéos des défis dangereux. Parmi les plus relayés, conduire les yeux bandés ou encore avaler une capsule de lessive. Dans ce journal, vous découvrirez aussi que contrairement à l'adage, la perfection existe. Une gymnaste américaine a obtenu la note rarissime de 10 sur 10 à une compétition universitaire. Sa prestation a fait le tour du monde. Et puis c'est parti pour la grande odyssée. Les mushers et leurs chiens se sont élancés à l'assaut des Alpes. Des attelages, vous le verrez, surveillés comme des athlètes de haut niveau par toute une équipe de vétérinaires. Après la Normandie, c'est donc dans le sud, en Occitanie, qu'Emmanuel Macron est venu à la rencontre des maires. Deuxième exercice du genre pour le président de la République, à Souillac donc, avec cette fois encore des échanges francs et directs entre le chef de l'État et les élus. Isabelle Marie. 600 maires, écharpes en bandoulière, comme un air de déjà-vu, de déjà entendu aussi. Car entre Souillac aujourd'hui et Bourteroulde mardi, il n'y a que l'accent qui diffère. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue en Occitanie. J'avais été même tenté de vous le dire en occitan. C'est le plat bingut acquis en Occitanie. Accueil chaleureux pour un débat très vite posé. Plus de services, plus de salaires, moins d'impôts et moins de taxes. Même question donc sur le pouvoir d'achat, le rôle des maires qu'il faut renforcer. Celui de Trèbes aura d'ailleurs été longuement applaudi, doublement victime des attentats et des intempéries. Quelques appels à l'aide aussi. Monsieur le Président, je vous en supplie, acceptez un moratoire pour quelques années concernant les fermetures de classes en zone rurale. Certains ont parfois fait 5 heures de voiture pour être là, qui attendent donc des réponses. Sur la mobilité, la fracture numérique, avec toujours au cœur du débat les 80 km/h, en zone rurale où la voiture reste indispensable. Vous imaginez-vous, Monsieur le Président, vivre en zone rurale sans véhicule pour aller travailler, sans véhicule pour aller faire les courses, sans véhicule pour emmener les enfants aux activités, sans véhicule pour aller chez le médecin. On aura dans les prochains jours les résultats sur 2018, il faudra voir ce que c'est. Je crois qu'ils sont bons, donc on a quand même baissé l'insécurité routière, ce qui est une bonne chose. Ça fait partie des sujets où on peut peut-être, en gardant notre efficacité collective, parce que je crois que personne n'a envie de dégrader les sujets de sécurité routière, de remettre du dialogue et de voir si concrètement on ne peut pas remettre au plus près du terrain les décisions d'équilibre. Des maires qui réclament et qui proposent. Je propose d'abaisser l'âge légal pour conduire une voiture à 17 ans. Propositions et interpellations parfois rugueuses. Nous avons eu M. Sarkozy, casse-toi pauvre con. Nous avons eu M. Hollande, les sans-dents. Et vous maintenant. Vous traitez ceux qui ne sont pas d'accord avec vous de fainéants, cyniques et extrêmes. Mais on doit être nombreux. Et cette semaine, les gens en situation de difficulté, on va les responsabiliser car il y a ceux qui vont bien et ceux qui déconnent. Mais enfin, Monsieur le Président, mais il faut vraiment arrêter de jeter en pâture les plus faibles, les plus précaires, les plus démunis. Je n'ai jamais stigmatisé qui que ce soit, pas plus que vous n'avez essayé de me stigmatiser tout à l'heure, Monsieur le Président. J'aurais pu vous enregistrer tout à l'heure et vous faire dire le pire en rapprochant un mot de l'autre. Le pire. Et créer, en les faisant tourner sur les réseaux sociaux ou en faisant des polémiques, des choses terribles. Et je ne suis pas comme ça. J'ai ma vérité, ma sincérité, et donc je ne suis pas comme ça, et je suis profondément attaché à l'ensemble de nos concitoyens. Question 3. Emmanuel Macron au milieu des maires qui assume, dit-il, de réformer. Donc il faut sortir parfois de la démagogie que j'entends sur ce sujet. La zéro fermeture, c'est pas possible. Le rural contre l'urbain, c'est faux. Et on continuera à accompagner et à innover. Des interpellations pour le chef de l'État et des mains tendues enfin. Écoutez-nous. Et nous,
Si vous nous écoutez, effectivement, on sera capable, on sera crédible et on pourra transmettre vos idées, les idées qui se dégageront de ces débats. Emmanuel Macron, qui n'en a pas fini avec les débats, au moins un par semaine jusqu'au 15 mars. On vous apporte un micro. Et cette longue discussion qui est encore en cours n'a pas été le seul rendez-vous d'Emmanuel Macron dans cette journée. Le président qui, selon ses mots, est allé au contact des Français, même si certains ont tout de même été tenus à distance. Amandine Atalaya et Jean-Yves Chamblet. Pendant qu'à Souillac, quelques dizaines de gilets jaunes tentent d'approcher du lieu du débat ce matin, rapidement éloignés par les gendarmes. On nous a poussé de force alors qu'on était très pacifistes. Emmanuel Macron s'invite tout près de là, à Saint-Sozy, dans cette école rurale rénovée. Bonne histoire! L'histoire qu'il souhaite lui raconter est celle d'un président qui s'épanouit dans la proximité. Est-ce que c'est bon ici? Après une visite à la cantine, Emmanuel Macron s'attarde à l'extérieur. Sonnez bon, mais je tiendrai. La misère est grande. La France souffre. Ce retraité l'interpelle sur de possibles erreurs dans le paiement de sa pension. Pourquoi j'ai 100 € de moins? Parce qu'à mon avis, vous avez autre chose. Alors, on va faire le calcul ensemble. Le président reste 6 minutes sur ce cas particulier. Vous pouvez me le laisser, ça? Mais oui, bien sûr. C'est une copie? Nous retrouvons un peu plus tard cet ancien cheminot René avec son épouse, ancienne aide maternelle. Ils suivent le débat avec les maires et la sollicitude du président ne les a pas convaincus. Tous les hommes politiques sont de grands comédiens. Je suis pas dupe. Il est très théâtral. Ça devrait changer parce que sinon on va droit dans le mur vers le Front National, c'est tout. Ils ont pourtant voté pour Emmanuel Macron, mais ils sont déçus après avoir perdu 1 000 €, disent-ils, l'an dernier à cause de la hausse de la CSG. Ils s'interrogent aujourd'hui sur l'issue du grand débat. Est-ce de la poudre aux yeux ou est-ce réellement quelque chose de concret qui lui permettra de voir où est le mal et comment le soigner? Ben oui, on est curieux, c'est notre avenir. Peu avant le début des échanges, 3 ministres, dont celui de l'agriculture, le voici, ont essuyé les huées d'une poignée de gilets jaunes à Rocamadour. Il y a un an, l'ISF avait lieu. C'est pas pour ça que le pouvoir d'achat était meilleur pour les salariés. À Souillac, Emmanuel Macron est lui entré discrètement dans la salle du débat, à l'abri des regards et loin des mécontents. Et pour assurer l'impartialité et la transparence de ce grand débat national qui va donc durer jusqu'au 15 mars, 5 garants ont été nommés au niveau national. Ils ont été reçus, vous le voyez aujourd'hui, par le Premier ministre. Parmi eux, Jean-Paul Bailly, ancien patron de la RATP, Nadia Belaoui, secrétaire générale de la Ligue de l'enseignement, ou encore l'universitaire Pascal Perrineau, des profils, vous le voyez, très différents. Alors, certains citoyens ou élus n'ont pas attendu cette crise des Gilets jaunes pour se retrousser les manches. Voilà qui donnera peut-être des idées à d'autres. Nous lançons ce soir un nouveau rendez-vous. Il s'intitule La France des solutions et nous débutons avec la commune de Monastier-Pin-Moriès. En Lozère, vous allez le voir, la désertification des campagnes est une préoccupation de tous les jours. Le maire a donc trouvé la solution pour l'endiguer et même mieux, il a gagné des habitants. Hortense Villat, Xavier Boucher et Séverine Fortin. C'est un village rural, comme il y en a beaucoup en Lozère, mais ici ne parlait surtout pas d'isolement. Car le Monastier-Pin-Moriès est desservi par l'autoroute, un premier atout qui a convaincu 2 jeunes restaurateurs de s'installer. C'est la mairie qui a construit ce restaurant-épicerie et le leur a confié il y a 4 ans. Ce qui a motivé notre installation, c'est la position qui est quand même stratégique, proche de l'autoroute, le fait qu'on nous aide, qu'on nous accompagne dans notre installation. On a été complètement appuyés, soutenus et suivis à chaque étape de nos démarches. Et leur soutien, le voici, le maire du Monastier. Il a connu la commune au plus fort de son déclin. Il y a 20 ans, 725 habitants vivaient ici. Aujourd'hui, ils sont plus de 1000. De nouvelles familles, attirées par des programmes de logements sociaux. Donc là, c'est les 2 petites villas. Plus d'habitants, c'est plus d'enfants, scolarisés dans une école rénovée et agrandie. Partout où on déménage, on regarde toujours s'il y a les écoles autour. S'il n'y a pas d'école, on ne vient pas habiter
à l'endroit là. Donc moi je suis venue ici aussi pour ça. Il fallait la refaire, l'école. De toute façon, elle n'était plus du tout adaptée aux besoins de maintenant. Des réalisations coûteuses. Alors comment une si petite commune a-t-elle pu investir 600 000 € dans la mairie et ses services, 545 000 dans des locaux d'entreprise, 465 000 dans un restaurant et 800 000 dans une école, soit 2 400 000 €, des subventions arrachées à la région, à l'État ou à l'Europe. Vous voyez là, vous avez les dossiers pour une demande de subvention pour un projet. C'est dur, on comprend que certains élus abandonnent des fois tellement que c'est compliqué. C'est un combat et on se doit de le mener. Il faut aussi se battre pour convaincre les professionnels de rester. Il y a 7 ans, après une baisse d'activité, cet architecte songeait à quitter la Lozère. La mairie l'en a dissuadé en lui proposant de bâtir cet espace qu'il partage aujourd'hui avec une agence web, un graphiste ou encore un horloger. Il y a davantage de passages, des clients qui viennent voir nos colocataires et vice-versa vont nous amener forcément à terme des gens, parce que le bouche à oreille fonctionne, etc. Et lorsque ces entreprises ont une lettre ou un colis à envoyer, elles n'ont qu'un pas à faire. Ici, le bureau de poste a fermé, mais la mairie a tenu à maintenir une petite agence et c'est un employé communal qui gère désormais le courrier. Dans le cadre de mon activité, je dois envoyer presque quotidiennement des colis dans toute la France, voire le monde entier. Et d'avoir une agence postale juste à côté, pour moi, c'était primordial. D'autres projets verront bientôt le jour. Dans quelques mois à cet endroit, 4 entreprises s'installeront dans de nouveaux locaux partagés. Et si vous avez, vous aussi, une solution à nous présenter, n'hésitez pas à nous en faire part sur la page Facebook TF1, le JT Week-end. Autre question soumise au chef de l'État encore aujourd'hui, celle de la limitation de vitesse à 80 km/h. La mesure, on l'a dit, a été un énorme point de crispation et dans certaines régions, elle a apporté encore un peu plus de confusion à une situation, vous allez le voir, déjà complexe. Reportage entre Sens et Auxerre où les automobilistes finissent par avoir des crampes dans les jambes. Johan Engen et Régis Rouanet. Il existe un excellent moyen de se muscler les mollets. Conduire sur la départementale 606. Freiner, accélérer et encore freiner, ça n'arrête pas. Voici un panneau à 70. Puis un autre à 90. Et un peu plus loin, à 80. Sur les 56 km de route entre Sens et Auxerre, il n'y a pas moins de 55 variations de la vitesse autorisée. C'est bien simple, il y a quasiment un panneau à chaque kilomètre. Autrement dit, nous devons ralentir ou accélérer toutes les 45 secondes. De quoi agacer les habitués de cette départementale que nous avons croisés à mi-parcours. C'est infernal, hein. Ouais. On a une petite portion à 90, après on retombe à 50, après on retombe à 80, on retombe à 90. Il faut mettre des panneaux où il y a du danger, mais il y a des panneaux où il n'y a pas de danger. Moi je sais que j'ai régulateur de vitesse, mais je suis tout en train de le mettre, le désactiver, le remettre. La réforme des 80 km/h a vu de nombreux panneaux non pas remplacés, mais s'ajouter aux anciennes limitations sur de nombreuses routes en France. Entre Caen et Passy-sur-Eure par exemple, sur les 130 variations de vitesse, 55 sont dues à des nouveaux panneaux à 80 km/h. Une valse des limitations de vitesse qui donne le tournis aux automobilistes. On ne sait même plus à quelle allure il faut rouler. Même sur les GPS, sur certains GPS, c'est pas noté non plus. Moi, je dis, on n'est pas attentif, on est toujours en train de regarder les panneaux. Sur 100 km, on passe beaucoup de minutes à regarder son compteur. Ainsi, à chaque changement d'allure, nous passerions près de 2 secondes à vérifier notre vitesse. Je ne pense pas que cela puisse constituer en aucun cas un danger de sécurité routière. Le fait de rouler trop vite est bien plus dangereux que de regarder de temps en temps son compteur. Pour faciliter la vie des usagers de la route, les départements de la Charente et des Hautes-Alpes ont d'ores et déjà retiré de nombreuses limitations à 70 afin de généraliser la conduite à 80 km/h. Et parmi les critiques des Gilets jaunes, on a aussi souvent entendu celle de la mauvaise utilisation de l'argent public, privilège des élus, manque de redistribution aux plus démunis. Comment s'articule le budget de l'État? Cette semaine, le gouvernement a donné quelques chiffres qui vont parfois à l'encontre de certaines idées reçues. Valentin Després et Benjamin Père.
Projetons-nous dans une France où le budget de l'État serait de 1 000 €. Que représenteraient alors les dépenses du pays? Celles consacrées à nos députés et sénateurs par exemple. Beaucoup de Français souhaitent réduire leur train de vie. Eh bien, ça ne changerait pas grand-chose au budget. Élu ministre président ne nous coûterait qu'1 seul euro pour 1000 dépensés. Autre surprise, on dépense peu pour la justice en France. 4 € seulement pour les tribunaux et les magistrats. Toujours pour 1 000 € dépensés, on consacre même plus, 9 € à la rénovation des routes. Pour nos policiers, c'est 25 €, mais cette part ne cesse d'augmenter, comme pour nos soldats, 31 € pour 1000 dépensés. Nous dédions tout juste un peu plus d'argent pour l'assurance chômage et les demandeurs d'emploi, 35 €. Mais les 3 postes les plus importants, ce sont d'abord les écoliers, collégiens et lycéens, 96 €, soit 10% des dépenses publiques. Deuxième sur le podium, l'assurance maladie, 191 € pour 1000 dépensés. Et le plus cher, ce sont les pensions de retraite, 268 € sur 1000 rien que pour elles. C'est le premier poste de dépenses publiques. En cette veille de week-end, sachez également que parallèlement au lancement du grand débat, certains gilets jaunes continuent de vouloir manifester. Demain, une demande officielle a été déposée à la préfecture de Paris. Point de ralliement, l'esplanade des Invalides avec un départ à midi pour un trajet qui passera par Place d'Italie et Montparnasse. De son côté, Christophe Castaner, lui, adressait aujourd'hui ses vœux aux forces de la sécurité civile et il s'est dit, je cite, sidéré face aux accusations de violences policières pendant les manifestations. Le ministre de l'Intérieur qui répond en fait à une polémique lancée cette semaine concernant notamment les blessés par flashball. Bonsoir François-Xavier. Bonsoir. Est-ce que les policiers et les gendarmes français peuvent se passer de ces armes et par quoi pourrait-on les remplacer? S'en passer, non. Ça, c'est la réponse qui nous a été donnée tout à l'heure par la place Beauvau. Parce que, dit-on, eh bien, cet équipement, c'est la seule manière d'être à la fois protégé et par ailleurs eh bien, d'avoir une distance critique face à des assaillants qui pourraient être particulièrement violents, je cite. Alors pour autant, attention, il y a 2 bémols à avoir. D'abord du côté des syndicats de policiers, on nous dit eh bien, qu'il pourrait y avoir des munitions qui soient moins violentes et surtout moins fortes, si je puis dire, quand il y a des impacts au niveau du corps. Et puis par ailleurs, il pourrait y avoir aussi, c'est vrai, des appareils qui, eux, aient une meilleure précision de tir, et cela à horizon de quelques années. Alors si on regarde maintenant ces lanceurs de balles de défense, les fameux LBD, eh bien regardez en Europe, on les utilise sans restriction seulement en France, en Pologne et en Grèce. Pas en Belgique, où vous allez le voir sur ces images. Le mois dernier, quand il y a eu aussi des mobilisations de gilets jaunes, on a utilisé des gaz lacrymogènes, des sprays parfois très près des manifestants. Tout cela sans utiliser donc ces LBD. Pourquoi? Parce que, rapport de police à l'appui, on estime que c'est trop dangereux. Concernant l'Allemagne, 2 autres méthodes également analysées. Regardez cette photo. Là, c'est un policier, il est présent dans une foule et son rôle, eh bien, c'est un rôle de médiation pour dire attention, dans quelques instants, on va effectuer un assaut. Autre méthode, ce qu'on appelle là-bas l'encagement, et ce qui, outre-Rhin, semble fonctionner. Vous avez des manifestants qui sont ceinturés par des forces de l'ordre. Bon, évidemment, dans les rues de Paris, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis enfin, en Grande-Bretagne, ça existe en France, mais là-bas, c'est généralisé. La présence de caméras, vous le voyez ici, elles sont parfois attachées sur les uniformes des forces de l'ordre, et des drones également pour faire des images en cas, bien sûr, d'incident. Ça veut dire qu'il y a des preuves pour interpeller. Merci beaucoup François-Xavier. La base aérienne de Nancy a rendu hommage aujourd'hui à ces 2 pilotes disparus le 9 janvier dernier dans un accident de Mirage 2000D. Le commandant Baptiste Chirier et la capitaine Audrey Michelon ont été faits chevaliers de la Légion d'honneur par la ministre des Armées en présence de leurs collègues et de leurs proches. Venons-en maintenant à cette décision de YouTube. Le géant du net qui compte 1 milliard d'utilisateurs dans le monde va interdire les vidéos de défis dangereux. Ces paris stupides, comme le fait de conduire les yeux bandés ou encore d'avaler des capsules de lessive, deviennent parfois, vous allez le voir, des phénomènes sur les réseaux sociaux. Alors sous la pression de certains États, mais aussi de plaintes de particuliers, la plateforme a donc décidé de les effacer. Explication Mathieu Perrault, Cédric Puyot et Nicolas Belmont. Quand réseaux sociaux riment avec défis idiots, les vidéos sont parfois drôles, souvent sans intérêt, mais elles peuvent aussi être dangereuses. Voici les derniers challenges en date. Croquer des pastilles de lessive, sauter d'une voiture en marche
ou la conduire les yeux bandés. Aux États-Unis, des accidents ont fait réagir l'opinion. Résultat, la plateforme YouTube décide de durcir ses règles pour supprimer les vidéos qui mettent en danger les utilisateurs, grâce à des algorithmes et surtout au travail des modérateurs humains. Pour ce géant du web, ils sont près de 10 000 à travers le monde. Aujourd'hui, il y a un énorme défi technologique. Plus de 400 heures de contenu sont mises en ligne chaque minute sur YouTube. Par exemple, au 3e trimestre de l'année 2018, on a retiré près de 8 millions de vidéos qui justement ne respectaient pas nos conditions d'utilisation. Donc on voit que justement on prend énormément de décisions en ce sens-là. Bien évidemment qu'il reste aujourd'hui des cas qui peuvent de temps en temps porter problème. Pour les limiter, la plateforme s'en remet aussi à ses utilisateurs qui en 3 clics peuvent signaler un contenu. La vidéo est ensuite étudiée par les modérateurs et retirée si elle enfreint les règles. Aujourd'hui, celles-ci sont donc plus précises, mais dépendent toujours de l'interprétation des salariés de la plateforme. Le modèle économique de YouTube, pour le moment, ne repose simplement que sur finalement le nombre de vues. Et que le nombre de vues, parfois, c'est justement des choses terribles et très inquiétantes. Heureusement, il existe d'autres moyens bien plus positifs pour générer des clics et des vues, comme ces vidéos créatives. Elles auraient des vertus apaisantes et sont totalement inoffensives. Voilà maintenant une autre vidéo qui a fait le tour du monde et que vous ne pourrez pas reproduire chez vous. Et pour cause, une gymnaste américaine a réussi l'exploit de décrocher la note parfaite de 10 sur 10 lors d'une compétition universitaire. Une sacrée revanche pour cette athlète dont voici le portrait signé Marie Chantret et Adrien Ponsard. Regardez. Tout sourire, il lui aura fallu 90 secondes. 90 secondes pour électriser le public et envoûter les juges. Réception parfaite, maîtrise dans les sauts, enchaînement des séquences acrobatiques. Celle qui réalise cette performance s'appelle Kathleen Ohashi, 21 ans. Déhanchées endiablées, gestes de hip-hop de l'avis des experts, elle dynamite les codes de la discipline. Et le final laisse presque sans voix. Un grand écart vu plus de 40 millions de fois sur les réseaux sociaux. Une prestation parfaite et à la clé la note maximale de 10 sur 10. Kathleen Ohashi, un phénomène américain qui passionne les internautes. Et elle partage sa joie, invitée depuis une semaine. Please welcome Kathleen Ohashi. Avec sa coach sur les plateaux télévisés. Il faut toujours être concentré et cet enchaînement, c'est la première fois que je le faisais. Et c'est très très dur. Je n'en connais pas une capable de le faire dans le pays. Kathleen a 3 ans quand elle commence la gymnastique. À 16 ans, elle est l'un des grands espoirs des États-Unis pour les Jeux Olympiques, mais son corps en décide autrement. Avec une série de blessures, on lui reproche ensuite sa prise de poids, un épisode qu'elle raconte dans une vidéo. J'étais comparée à un oiseau qui ne pouvait plus voler. Alors pourra-t-elle viser les JO de 2020 ? Son âge pourrait l'en empêcher, mais sa performance de championne a aujourd'hui un petit parfum de revanche. Dans un tout autre registre, c'est aujourd'hui que le salon Maison et Objets a ouvert à Villepinte. La décoration qui, comme le prêt-à-porter, évolue au gré des modes. Et ces dernières années, vous allez le voir, c'est le béton qui revient en force. Florence Lecnec, Jean-François Drouillet et Dounia Siri. Mon premier est coloré, mon second hyper léger. Mon tout n'est certainement pas ce à quoi vous pensez. Pour résumer, nous allons vous parler du béton, mais d'un béton poétique. Une matière grise que Véro Réato travaille depuis 7 ans. Et pour accrocher au mur ses sculptures, elle nous jure qu'un seul crochet suffit. Il m'a fallu à peu près 5 ans pour arriver à me faire connaître et à être acceptée avec mon béton vu comme ça, des installations murales. Parce que pour les gens, c'était plus les plans de travail, les éviers, les lavabos. Car oui, c'est absolument l'idée que nous avions aussi en tête en nous arrêtant chez ce spécialiste du béton ciré. Seulement depuis quelques années, le choix là aussi s'est étoffé, plus de 200 couleurs disponibles et surtout, on peut désormais l'appliquer aussi sur les murs. C'est qu'on le fait maintenant. C'est un produit qui est millimétrique, donc c'est un produit de recouvrement qui va nécessiter moins d'outillage, plus facile à mettre en œuvre et que donc les pros ou les particuliers eux-mêmes peuvent appliquer. On appelle cela le beef-up.
Le béton, haute performance, capable de former des panneaux ultra fins et tous prêts à poser avec quelques points de colle. Ce designer est un adepte de la formule. Il vient de signer l'aménagement de cet espace du musée des arts décoratifs avec cette mise en scène plutôt industrielle. Ça permet de faire des boîtes entières avec de la couleur qu'on peut choisir, de la texture qu'on peut choisir, des motifs qu'on peut choisir. Un des autres avantages qui est que ça permet d'aller relativement vite dans les aménagements. Une technologie qui permet aussi des moulages audacieux et dans lesquels les Français excellent. À Lyon, cette entreprise propose une centaine d'objets pur béton. À Paris, on a imaginé cette enceinte sans fil comme un pavé. À Aubervilliers, ils se sont baptisés les French Vikings pour imaginer des objets en couleur, bleu capri ou rouge coquelicot. Ils pourraient même se confondre avec du marbre. Aujourd'hui, ce qui nous plaît vraiment, c'est de casser l'image qu'on peut avoir du béton et vraiment d'en faire un objet design, sympa, léger, qu'on va avoir plaisir à mettre chez soi. Et pourquoi pas à faire soi-même. Un kit prêt à l'emploi est disponible pour chaque objet. Et moyennant quelques mélanges, vous obtiendrez un porte-savon 100% béton. Et dans la décoration, il y a les objets. Et puis pour les poser, il faut aussi des meubles. Bonsoir Alexia. Bonsoir. Alors l'ameublement, c'est un marché qui se porte très bien, plus 2% de croissance l'an dernier. Oui, et lorsque les Français désirent acheter un meuble, ils y consacrent 1 300 € en moyenne par an et par ménage. Et regardez justement le top 3 des secteurs qui fonctionnent le mieux. D'abord la cuisine, plus 4% de croissance l'an passé. Là, les Français sont fans de cuisine intégrée. Vient ensuite la literie, plus 3% de croissance avec un engouement particulier pour les lits de place, 160 cm. Et puis les canapés, plus 2,3% de croissance. Et là, les canapés convertibles tirent leur épingle du jeu, notamment grâce au e-commerce, puisque un meuble sur 8 est aujourd'hui acheté en ligne. Alors, si le marché des meubles fonctionne si bien, c'est qu'il y a des modes et que les Français ont envie de changement. 26 kilos de meubles sont jetés chaque année, Anne-Claire, par les Françaises, qui prouvent que nos meubles, nous les gardons moins longtemps. En 1960, lorsqu'on achetait une cuisine, c'était pour 30 ans. Aujourd'hui, on la garde 23 ans seulement. Pourquoi ? Eh bien, parce que les prix sont aujourd'hui attractifs, la grande distribution s'est développée et puis des promotions nous incitent à dépenser un petit peu plus. Alors Anne-Claire, cette époque où les meubles se transmettaient génération après génération semble bien révolue. Vous voulez dire que vous n'avez pas d'armoire normande chez vous ? C'est vraiment dommage. Merci beaucoup Alexia. Voilà en revanche une course que l'on retrouve année après année avec bonheur. La Grande Odyssée est l'une des compétitions de chiens de traîneau les plus exigeantes au monde. Eh bien, les mushers se sont élancés à l'assaut des Alpes. Et vous allez le voir, leurs animaux vont être surveillés comme des athlètes de haut niveau. Jean-Pierre Ferret et Vincent Abelaneda. 400 km à travers les Alpes. Des étapes de plus de 40 km sur des parcours très exigeants. Même pour des athlètes entraînés et parfaitement préparés, cette course est une épreuve. Alors, pour veiller au bien-être et à la santé des 400 chiens, 15 vétérinaires sont mobilisés. On t'embête pas longtemps, surtout t'en fais pas. Là, on contrôle l'auscultation cardiaque, essentiellement la présence de souffle, pour vraiment être sûr que le chien est apte à prendre le départ et qu'il n'y ait pas de souci pour lui. Mais sur la Grande Odyssée, on ne se contente pas d'examens cliniques. L'équipe vétérinaire dispose d'appareils très performants. Échographie, laboratoire d'analyse, radiographie numérique. Du matériel digne des meilleures cliniques installées chaque jour en pleine montagne dans des endroits insolites. Elle a la patte un peu gonflée, elle est douloureuse. Pour préciser son diagnostic et choisir le bon traitement, Lauriane a recours à une radio. Le métatarse c'est bien, les phalanges sont bien. Pas de fracture, mais une grosse infection. La course de Chippy s'arrête là. Pas de fissures. C'est vraiment un hôpital de campagne performant. C'est des vrais marathoniens, comme nous, quand on a ce type de course. C'est vraiment une chance de pouvoir bénéficier d'un matériel de haute qualité. Comme sur toutes les épreuves d'endurance, le cœur de l'athlète fait l'objet de toutes les attentions. Au moindre doute, direction l'échographie cardiaque installée ce jour-là dans la salle de repos des pisteurs. Ça, c'est le cœur qui bat. Et ça, c'est un matériel qui nous suit sur toutes les étapes. On l'emmène tous les jours pour vraiment qu'il soit toujours disponible et prêt si un animal nécessite de l'utiliser. Du matériel performant qui rassure les concurrents.
C'est forcément un plus parce que si en fait c'était pas perçu que le chien avait un problème, je serais parti et pareil, il serait pas rentré. Grâce à ces examens, seuls les chiens en parfaite santé peuvent poursuivre la course. Les blessés et les malades, eux, rejoindront l'arrivée en voiture. Et puis on va maintenant rester à la montagne avec un sport beaucoup plus calme, quoique rire, ça fait aussi travailler les abdominaux. Le festival de cinéma de l'Alpe d'Huez se tient jusqu'à dimanche. Alors quelles comédies vont égayer cette année 2019? Tour d'horizon de la sélection officielle avec Sophie de Vessière et Gilda Fallin sur place. Ça va, c'est pas trop froid? Viens. Voici la nouvelle partenaire de l'acteur Guillaume de Tonquédec. On va faire de la luge, viens. Une poule venue défendre avec lui le film Roxane. Vous avez bien mérité un peu de Cyrano de Bergerac. Allez, c'est parti. L'histoire d'un paysan amateur de théâtre. Demain, si vous me faites la même journée, voire mieux, on vous fera la scène du balcon. Elle est délicate, magnifique, elle a du porc, elle a quelque chose de vrai. Face à Roxane, 7 autres films en compétition. Malik Bentala et Gilles Lelouch ouvrent le bal. Nous, on est venus apporter de la bonne humeur, de la galéjade et de la rigolade. De la galéjade. De la galéjade, vraiment. Voilà, c'est comme la galette des rois, mais en rigolade. Ils défendent « Jusqu'ici tout va bien » ou comment un chef d'entreprise s'installe dans une cité et se fait un peu aider. S'il vous plaît, vous pouvez faire ce son-là. Viens voir. Ils ont de nombreux atouts, mais il y a en face Franck Gastambide, assez déterminé. Pas du tout les prénoms. Oui, on est favori cette année à l'Alpe d'Huez avec le film Damien veut changer le monde. Damien veut reconnaître tous les enfants sans papier du quartier. Je viens reconnaître ma fille. Aljani. Il y a Janik. Preuve qu'un film engagé peut aussi être drôle. Mais attention à ces actrices. Dans Rebelle, elle joue 3 femmes déterminées à se débarrasser d'un cadavre. On peut le sortir petit à petit, hein. Bah quoi? C'est notre boulot de faire des boîtes. Jean-Mi ou un macro... C'est une comédie un peu girl power. Des Amazones indomptables, des personnages sublimes qui sont une grande chance pour nous, les actrices. De l'humour noir au féminin, ce serait une première pour le festival. Verdict demain soir. Et avant de refermer cette édition, je vous propose de revenir au titre principal de ce vendredi, cette rencontre entre Emmanuel Macron et les maires en Occitanie. On va tout de suite retrouver Amandine Atalaya à Souillac dans le Lot. Amandine, comme mardi dernier, personne n'a vraiment envie d'écourter la discussion ce soir, hein. Apparemment non, puisqu'en effet ça se poursuit et les échanges sont francs des deux côtés, disons-le, avec cela dit un ton plus sévère chez les maires que la dernière fois dans l'heure. Ils considèrent, c'est très sensible ici, qu'il faut vraiment que ce débat serve à quelque chose. En face, Emmanuel Macron est toujours ferme, il répète en boucle qu'il ne veut pas tomber dans la démagogie. C'est un président requinqué, en apparence en tout cas, par rapport à toutes ces semaines au mois de décembre où il avait semblé être sur la défensive face aux Gilets jaunes. Le président a tombé la veste il y a une demi-heure environ maintenant et il vient tout juste de cesser de parler. Il n'a pas lâché le micro pendant 2 heures pour répondre aux maires avec des airs évidents de campagne électorale. Merci beaucoup Amandine et cet échange, vous pouvez continuer à le vivre en direct sur LCI, canal 26. Dans un instant sur TF1, vous avez rendez-vous avec 20h le Mag. 20h le Mag qui vous présente Jean-Michel, le plus grand collectionneur de Playmobil au monde. A tout de suite. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.